Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un petit peu différent puisqu'on va voir un cas un petit peu particulier. Il s'agit du crash du Cactus 1549. Il y avait améri dans l'Hudson il y a plusieurs années, donc ça a été l'objet d'un film qui s'appelle Sully qui a été réalisé par Clint Eastwood. Et donc justement, on va voir un petit peu ce qui a été fait dans le film, faire une petite comparaison avec la réalité, justement, voir que le film a quand même assez bien respecté, même très bien respecté la réalité. Juste une petite question de chronologie des fois, des instructions et des transmissions. Mais voilà, on va voir ça et discuter de ça ensemble puisque les pilotes ont pas mal traité la partie pilotage qui est effectivement la plus impressionnante. Le fait d'amérir, c'est juste un miracle. On va, nous, comme d'habitude, parler de la partie contrôleur et donc les actions et la manière dont le contrôleur aérien a géré cette urgence. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We hit birds. Maintain 15,000 Delta 331. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading 220. 220. Which engine did you lose? Both engines. Cactus 1549, turn left heading 270. This is Cactus 1539. Hit birds. We've lost thrust on both engines. Returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Donc là, on voit le début du Mayday. On voit que, alors dans le film, le contrôleur donnait une instruction à un autre avion. Dans la réalité, il donnait déjà une instruction au Cactus. Ça, c'est pas très important. Juste le début de la transmission du Cactus a été mangé par l'instruction du contrôleur. Notamment le Mayday, Mayday, Mayday. Le contrôleur ne l'a a priori pas entendu puisqu'il transmettait à ce moment-là et du coup, ça s'est overlappé. Normalement, quand il y a un avion qui dit Mayday, Mayday, Mayday ou pan, le contrôleur doit répéter le Mayday, donc Roger Mayday, et puis avec la panne ou en tout cas le problème qui a été indiqué par pilote. Soup? Yep. I have an emergency. What's the report? Both engines. What? Both engines gone, no thrust. Donc là, lui, il appelle son superviseur. Alors là, c'est une salle de contrôle. C'est pas forcément partout pareil. Là, il travaille tout seul. Notamment, il n'a pas de personne à côté de lui qui va l'aider pour tout ce qui est coordination téléphonique. Donc là, il appelle son superviseur. Son superviseur se branche pour pouvoir entendre tout ce qui est communication audio sur la fréquence, mais également potentiellement sur le téléphone. Ça, c'est une supposition, chaque endroit ayant des systèmes différents. Voilà, en tout cas, il y a certains endroits, il est possible d'entendre à la fois la fréquence et les téléphones en se branchant sur une prise. All right. LaGuardia says go to runway 13. Tower, stop your departure, got an emergency returning. 1549, bird strike. He lost both engines, returning immediately. Which engine? He lost thrust in both engines, he said. Tower, stop your departures, got emergency returning. Who is it? It's 1529. He bird strike, he lost the thrust in the engines, he's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Donc là, dans la réalité, le superviseur va aider, va déjà coordonner. Si le contrôleur d'approche n'a pas de coordinateur, va l'aider justement dans toutes ses coordinations téléphoniques. Donc là, ce serait plus éventuellement quelqu'un qui aurait pu appeler à la place du contrôleur qui doit gérer son écran radar. Là, ça n'a pas été le cas. Du coup, le contrôleur radar appelle la tour de LaGuardia justement pour lui dire voilà, vous stoppez vos départs, puisque justement, c'est ce contrôleur qui s'occupait des départs de LaGuardia. Donc, on coupe les départs, parce que lui, il n'en acceptera plus, il ne veut plus accepter de trafic, il a un avion en urgence sur sa fréquence. On verra un petit peu après qu'il avait d'autres avions à gérer, c'est ça qui rend les choses aussi un petit peu difficiles. Donc, il n'accepte plus de départ, et surtout, LaGuardia, c'est un petit aéroport avec 2 pistes croisées. Donc, dans ces cas-là, quand on n'a qu'une seule piste ou des pistes croisées, pour éviter que l'aéroport soit bloqué, on donne la priorité à l'avion qui doit atterrir. Donc, on essaie de stopper tout ce qui doit arriver ou partir. À savoir, on ne veut pas qu'il y ait un avion qui bloque la piste pour une raison ou pour une autre. On veut que tout soit disponible pour l'avion en urgence. Cactus 1549, if we can get it for you, do you want to try to land runway 13? We are unable. We may end up in the Hudson. I got an A320 diving for the river. Al, stack all the inbounds to LaGuardia. Donc là, voilà, il lui propose une autre piste à LaGuardia, à savoir, normalement, pas forcément la piste qu'il a utilisée pour décoller. Encore une fois, pareil, théoriquement, tu as un avion en urgence, il y a plusieurs pistes disponibles, tu vas lui offrir toutes les pistes. Ça veut dire, toutes les pistes sont à disposition. On va lui donner le vent, afin qu'il puisse justement décider quelle est la meilleure piste et quelle est la meilleure option pour lui. Mais en tout cas, voilà, on essaie de lui donner toutes les options possibles. Que ce soit sur un aéroport monopiste, pas se cantonner au sens d'atterrissage qu'on utilise. On va lui dire, en fait, vous atterrissez dans n'importe quel sens, le vent étant celui-là,
Après, c'est le pilote qui va choisir si il va accepter de poser à contre-piste malgré potentiellement un vent de dos ou s'il va choisir de faire tout le tour pour réatterrir sur le même sens depuis lequel il a décollé. Donc voilà, on donne tout dans les mains du pilote pour que lui puisse prendre la meilleure décision possible. On a vu également qu'il demandait à son collègue qui a priori gère les arrivées de stacker les avions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les empiler par un niveau sûr, donc à savoir 1000 pieds les uns au-dessus des autres, et de faire des circuits d'attente afin que rien ne pose sur l'aéroport de LaGuardia. Let's put a hold on the tower, please. Come on, guys, stand point. What about over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Teterboro Tower, I need a runway. Cactus 1549 needs to go to the airport right now. Newark Tower, what have you got? You have runway 29 cleared and ready. You need emergency landing? Yes. Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Donc on verra là, il y a une petite différence dans le film, c'est pas exactement la même chronologie, mais du coup on va déjà parler de ça. Donc le pilote lui demande si il y a quelque chose sur la droite, c'est peut-être Teterboro. Donc là le contrôleur, justement, en plus de gérer la fréquence, gère les téléphones. Encore une fois, dans pas mal de coins, il y a normalement quelqu'un qui va aider pour tout ce qui est coup de téléphone afin que le contrôleur qui gère le radar puisse ne gérer que le radar. Donc là, il demande à Teterboro, enfin, il informe Teterboro qu'il y a une urgence. Il va aussi demander à un autre aéroport, qui est l'aéroport de Newark, s'il y a une piste qui est disponible justement pour cette urgence. Donc Newark lui répond que oui, la piste 29 est disponible. Donc voilà, le contrôleur est proactif en essayant, encore une fois, de chercher toutes les options possibles pour l'avion en urgence. Ça s'appelle un MSO, Minimum Self Altitude Warning. Donc ça veut dire que l'avion passe en dessous des minimums radars. On en a parlé dans la dernière vidéo, justement, d'un pilote de la compagnie Turkish qui ne souhaitait pas descendre en dessous de ce que lui considérait comme les minimums radars. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. J'explique un petit peu ce que sont les altitudes de guidage radar minimum et les altitudes minimum de survol. Là, par contre, aussi, on voit sur son écran, ça c'est un petit peu old school, on va dire, les cercles concentriques. Et surtout, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on voit simplement les indicatifs. Normalement, sur l'écran radar, outre l'indicatif, les informations qui sont quasi indispensables maintenant à avoir sur l'écran radar, ce sont l'altitude et la vitesse sol. Là, on voit qu'il a ni l'un ni l'autre, notamment l'altitude qui est extrêmement important, puisque c'est ce qui permet de séparer les avions de manière verticale. Ça évite d'avoir à demander systématiquement au pilote d'indiquer son altitude de manière assez régulière, et surtout de faire ça pour tous les pilotes qu'on a en fréquence. C'était juste une petite parenthèse concernant l'affichage de cet écran radar. Cactus 1529. If we can get it for you, do you want to try to land runway 13? We're unable. We may end up in the Hudson. Donc là, le contrôleur qui lui demande, ok, bah, si on peut l'avoir pour toi, est-ce que vous voulez la piste 13, donc qui est la plus directe pour LaGuardia? Donc là, le pilote dit, bah non, on va sûrement finir dans l'Hudson. Donc c'est ça, là, il y a des petites différences en termes de chronologie entre le film et ce qui s'est passé dans la réalité. Charlie 2760, turn left 070. Que je disais, le contrôleur n'a pas que le cactus sur sa fréquence. Quand on a un avion en urgence, théoriquement, si on peut, on essaye de l'isoler et de le mettre sur une fréquence où il sera tout seul. Déjà, comme ça, le contrôleur n'a que cet avion-là à gérer, parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a un effet tunnel assez important. Donc, on a tendance à se focaliser sur l'urgence et à être un peu moins attentif à ce qui va se passer autour. Donc, du coup, ça évite d'autres potentiels incidents. Ça permet également au pilote de ne pas avoir de perturbations avec d'autres instructions, justement, alors que eux sont déjà un peu dans la sauce. Donc là, c'est pas ce qui est fait. Encore une fois, c'est pas forcément possible. Ça dépend du personnel, ça dépend des positions, enfin ça dépend de plein de facteurs. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que le contrôleur a en plus d'autres avions à gérer. Je le répète, hein, mais il y a cet effet tunnel, il y a ce stress aussi, qui fait que les autres avions, on est un petit peu moins disponible pour eux, en termes de charge mentale. Deuxième parenthèse, là on n'entend rien, mais on le voit dans le film à chaque fois, c'est pas parce que le contrôleur ne dit rien qu'il ne fait rien. Il coordonne potentiellement avec d'autres secteurs adjacents. Il parle aussi potentiellement à d'autres collègues. Par exemple, dans le film, on a vu qu'il demandait au contrôleur de l'arrivée d'empiler les avions et de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui approche. Donc voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'entend rien qu'il ne se passe rien. Hi, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Ok, donc là, le contrôleur lui dit, bon, ce sera par la gauche pour la piste 31. Et donc le pilote lui dit, impossible. Et là, du coup, toi, tu lui proposes une option, il te dit c'est pas possible. Dans ce cas-là,
bah là, c'est très bien. Tu lui dis, OK, bah, dis-moi ce que tu veux. Parce qu'il n'y a que le pilote qui sait ce qu'il veut. Donc là, le but du contrôleur, c'est d'offrir au pilote ce dont il a besoin. Cactus 1549, turn right 280. You can land runway 1 Teterboro. We can't make it. We're gonna end up in Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Cactus 1549, runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Donc là, encore une fois, le contrôleur propose une autre option, à savoir la piste 4 à LaGuardia, auquel le pilote répond, bah non, en fait, on n'est même pas sûr d'atterrir sur une piste. Donc là, il y a une petite différence de chronologie par rapport au film. C'est à ce moment-là que Sully demande, bon, OK, qu'est-ce qu'il y a sur notre droite? Est-ce qu'il y a Teterboro? Donc c'est là que le contrôleur va aller justement chercher auprès de l'aéroport de Teterboro quelle est la piste disponible. You want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire. Actually, LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, guys. Cactus 1529 over the George Washington Bridge wants to go to the airport right now. Wants to go to our airport. Check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Donc là, voilà, le contrôleur du départ de LaGuardia coordonne avec le contrôleur de la tour de Teterboro pour lui expliquer justement, en lui indiquant la position de l'appareil, afin que le contrôleur puisse le voir sur son écran, pour la piste 1. À un moment donné, on entend le contrôleur de Teterboro qui dit « check ». Wants to go to our airport. Check. C'est juste pour acquitter le fait qu'on ait bien compris. Donc voilà, donc là, c'est simplement une transmission entre les deux contrôleurs et on voit justement ces coordinations. C'est intéressant qu'on entende ça. On entend ce qui se passe au niveau des téléphones entre le contrôleur de LaGuardia et les contrôleurs des centres adjacents. On n'entend pas ce qui se passe dans la salle. Et dans beaucoup, justement, de vidéos qu'on regarde ensemble, on n'a pas ces téléphones. Et justement, quand on a des blancs, on peut des fois se demander ce qui se passe. Ça fait partie des choses qui se passent pendant les blancs, les coordinations entre contrôleurs. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. Donc là, OK, il lui dit, c'est bon, vu que le pilote a dit, oui, on va aller à Teterboro. Donc, il lui donne directement le cap pour aller sur la piste 1 de Teterboro. Le pilote répond, non, c'est pas possible, puisqu'il a réassessé la situation. Et donc là, du coup, le contrôleur dit, OK, quelle piste tu veux à Teterboro? Puisque, encore une fois, le pilote lui avait indiqué qu'il voulait aller à Teterboro. I'm sorry, say again, Cactus? Le pilote lui a dit, on va finir dans la rivière. Et là, le contrôleur, je pense qu'il a entendu, mais sans trop comprendre. Donc, c'est pour ça, et on le voit dans le film aussi, c'est genre, faut répéter, parce que c'est pas ce à quoi tu t'attends. C'est quand même assez surprenant. Cactus 1549, radar contact lost. KC, come on over here. You also got Newark off you 2 o'clock in about 7 miles. Kelly 2760, contact New York 126.8. 26.8, Joey 27.6. Cactus 1549, radar contact is lost. You also got Newark Airport up at 2 o'clock in about 7 miles. Donc là, on voit que c'est quand même vraiment fidèle, à part l'instruction à un autre avion. Bon, ça dans le film, on s'en fiche. Mais voilà, encore une fois, d'autres avions à gérer. Mais du coup, c'est assez fidèle en termes de ton et du coup, en termes de transmission. Donc là, le contrôleur indique qu'il a perdu le contact radar et il lui dit, il y a aussi une Newark légèrement sur votre droite à 7 nautiques. Là, ce silence, c'est hyper long. Tu parles à l'avion que tu ne vois plus sur ton radar, qui t'a dit qu'il allait dans la rivière, et c'est une éternité, en fait, quand tu es contrôleur. Parce que tu n'as aucune information, tu ne sais pas ce qui se passe, et on va voir, il y a encore une fois d'autres avions à gérer. Eagle 54718, turn left bank 210. C'est ce que je disais. Il a ce trafic, du coup, qui lui prend énormément, le stress. Là, t'es vraiment pas bien, mais du coup, t'as quand même les autres à gérer. Ça, c'est quand même assez dur. 210, 4718. I think he said he was going in the Hudson. Cactus 1529, Houston. Donc là, l'autre pilote qui essaie d'aider le contrôleur en disant, il a dit qu'elle allait dans l'Hudson. Le contrôleur qui essaye quand même de récupérer l'avion en fréquence. Potentiellement, si l'avion est trop bas, l'émission ne l'atteindra pas. Ce sera bloqué par tout ce qui est... Alors, ça peut être le relief. Là, c'est pas le relief, mais c'est potentiellement les bâtiments. Donc voilà, là, il se peut que le pilote ne l'entende pas. Ou alors que là, les pilotes sont trop concentrés dans cette partie, les deux-là, en fait, ils sont trop concentrés sur l'atterrissage. Donc là, tu parles plus. La règle pour les pilotes en cas d'urgence, c'est voler, naviguer et communiquer. Communiquer, ça vient en dernier.
Là, les pilotes, s'ils entendent le contrôleur, ont tout simplement pas envie de communiquer ou pas la capacité de communiquer parce que leur attention est focalisée, qui est encore une fois extrêmement normal, sur la partie vol. Don't go in the river. Sir. Plug in. Donc là, le superviseur qui avait appelé un autre contrôleur, et ce contrôleur vient pour remplacer son collègue. C'est normal, c'est logique. Quand il y a une urgence ou quand il y a un incident, même pas forcément quelque chose d'aussi traumatisant, mais quand il y a quelque chose qui a induit un stress assez important à un contrôleur, on essaye de le remplacer. Soit juste le temps qu'il prenne une pause, le temps qu'il a besoin, soit si c'est vraiment trop important, dans ce cas-là, le contrôleur va rentrer chez lui parce qu'il va plus être en capacité de travailler, tout simplement. Trop stressé, on comprend bien que c'est un métier où si t'es pas à 100% de tes facultés, c'est un petit peu dangereux. Donc voilà, là, on cherche à lui donner une pause pour qu'il puisse justement s'extraire de cette situation et ne pas continuer à travailler dans l'état d'esprit dans lequel il est. Donc là, le contrôleur voit qu'il se plug directement. Dans la réalité, ce serait pas forcément comme ça. On va plutôt faire ce qui s'appelle un handover, donc un passage de consigne. Donc même si le contrôleur qui a subi l'urgence ne sera peut-être pas en état de le faire, en tout cas, quelqu'un qui va essayer de se charger de dire au contrôleur qui prend le relais les avions qui sont encore sur la fréquence et les instructions que ces avions ont déjà reçues. Cactus 1549, if you can, you got runway 29 available at Newark. It'll be 2 o'clock and 7 miles. Cactus 1529, if you can, you got runway 29 available at Newark. It'll be 2 o'clock and 7 miles. Donc là, c'est copier-coller. You can fly 4718, climb maintain 2000. Okay, 1000 and you can fly at 288. And you can fly 4718, I'm sorry, I missed that, say again? Donc là, non seulement la transmission n'était pas très audible, mais en plus le contrôleur, il est dans le jus, vraiment. Donc, t'es pas forcément 100% sur le reste. C'est humain. And we're up to 12,289. Okay, thank you. You can fly 4718, turn left 220. 220, 4718. Donc là, on a vu aussi l'amérissage, encore une fois, incroyable, enfin, le miracle. Sorry, Patrick. No, he's inbound to Newark. I know it. He just went off the box to focus. Hattie. Donc là, ce que le contrôleur dit, voilà, ok, je sais qu'il est là. Il a arrêté de parler pour se concentrer. C'est potentiellement hyper logique. He'll come back up. He's heading to Teterboro. We need other eyes and ears. Attention all aircraft in the vicinity of the GW. Around this bend up here, we'll see the USS Intrepid. Got the A320 on emergency descent. Cactus 1549 is low level above the Hudson. This is helicopter 167 Mike Tango. I've got eyes on him. Okay, I gotta chop these visuals. I'm staying on this. Donc là, ça n'a pas été mis dans la bande du NTSB. Est-ce que c'est parce que ça n'a jamais eu lieu ou est-ce que ça n'a pas été capté? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, le contrôleur, justement, là, cherche à contacter d'autres trafics. Là, du coup, il contacte un VFR. Je ne sais absolument pas comment ça se passe au niveau des fréquences de New York. Donc, il y a peut-être une fréquence pour les avions qui sont à basse altitude. Ou alors, c'est la fréquence d'urgence. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Là, il a juste contacté tout ce qu'il pouvait en demandant si quelqu'un avait un visuel ou si quelqu'un était présent dans la zone vers l'Hudson et si quelqu'un avait un visuel sur l'avion qui allait potentiellement amérir. He's out there. He's headed to Newark. 7 miles. It's only 7 miles. Cactus 1549, this is departure control. On guard. Do you read? Donc là, il l'appelle sur la fréquence de garde. Donc c'est la fréquence d'urgence 121.5. Donc il lui demande, ok, est-ce que sur 121.5, tu me reçois? Là, on sent que forcément, il faut imaginer que... On imagine souvent le stress que les pilotes ont, on imagine assez rarement le stress que les contrôleurs ont. Là, c'est quand même une situation qui est hyper difficile. Tu perds un avion sur ton radar, tu as entendu le pilote, alors le pilote était hyper calme, mais du coup, tu perds un blip radar. Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre un blip radar parce que l'avion avait subi une panne électrique, mais je l'ai su qu'après. Quand tu perds un blip radar, c'est extrêmement stressant et assez compliqué en termes de gestion des émotions et gestion du stress. Go down. Cactus 1549, do you read me? Shit, he's going down. He's gonna hit the water. Casey, take a seat. Les trois là entendent, ok, il est en train de s'écraser dans l'eau. Là, théoriquement, les trois contrôleurs ne sont plus en état de travailler.
C'est-à-dire que là, le superviseur, il a tout vécu aussi. Et émotionnellement parlant, c'est compliqué. Le contrôleur qui était censé remplacer, en fait, au début, il n'était pas au courant de la situation. Là, il a vu la fin. Et surtout, il a entendu le pilote d'hélicoptère qui dit que l'avion allait s'écraser. Donc, lui, à mon avis, état mental, il n'est pas du tout capable de travailler. Donc là, dans la réalité, il n'y en a aucun des trois qui pourrait continuer de travailler. Il serait remplacé les trois, en fait. Sure. Tester's going to come down, breathalyzer, urine samples, it's standard. His voice was so calm. When he said the Hudson, I didn't believe it. Là, pareil, il y a quelque chose qui est très... c'est la déshumanisation de la situation. C'est un film, donc c'est pour ça. On parle un peu de ce qui se passerait un peu plus dans la réalité. Là, le superviseur qui est très factuel, il y aura tes tests d'urine, on va vérifier si t'as pas bu de l'alcool, c'est standard. Là, c'est pas trop le moment, en fait. Là, tu vas chercher à être un peu empathique, tu vas chercher à être humain. Là, en plus, le superviseur qui veut même pas lui jeter un regard quand l'autre est un peu triste. Voilà, la situation est pas très humaine. Dans la vraie vie, je suis pas sûr que ça se passerait comme ça. Peut-être à certains endroits, ça dépend des gens, ça dépend de leur caractère, mais quand quelqu'un a subi ça, tu vas plutôt chercher à le protéger. Et alors, tu peux pas le rassurer, mais en tout cas, tu vas pas chercher à l'enfoncer. Tu vas pas lui dire tout de suite, ouais, alors on va faire des tests pour voir si tu n'avais rien bu et si tout allait bien. Non, il y a quelque chose qui s'appelle Critical Incident Stress Management. Et tu vas chercher à le mettre en relation avec un autre de ses collègues pour que lui puisse débriefer la situation et parler de ce qui est arrivé, justement pour faire un espèce de premier pansement psychologique. Le but, c'est de le faire parler et de lui faire exprimer ce qu'il a vécu pour le faire prendre le chemin d'un processus qui va lui permettre d'aller mieux. Mais voilà, encore une fois, tu ne traites pas genre, on va tester, hein, parce que voilà. Non, ça, c'est pas humain. This isn't happening. Voilà, en plus, on voit même qu'il est saoulé, quoi. Genre, non. Non. Un peu d'empathie. On a quand même tous un peu d'empathie. People don't survive water landings, Henry. Donc là, j'ai avancé. Donc l'avion a améri dans l'Hudson. Tout le monde est sorti sur le bateau et lui est dans une salle. Je vais mettre la scène, on va en parler après. Hey, Patty. Soup sent me looking for you. Everyone's going nuts up top. Why don't you come in? I guess you didn't hear. I lost Cactus 1549 in the Hudson. I guess you haven't heard. He landed the son of a bitch. What? Everyone's been pulled off. It's a miracle. Donc là, pareil, encore une fois, moi je parle de... Je généralise, mais en tout cas, là où je travaille, ça se passerait pas comme ça. Tu laisses pas la personne toute seule à ruminer dans une salle, à se dire « j'ai craché l'avion, je l'ai perdu, c'est ma faute ». Non, en fait, tu l'accompagnes. Peut-être qu'aux États-Unis, ça se passe comme ça. Peut-être que dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Mais clairement, dans plein d'autres endroits, ça se passerait pas du tout comme ça. Le contrôleur serait vraiment protégé. Parce que voilà, c'est un choc psychologique énorme, faut bien imaginer. Hein. Donc le laisser tout seul, même s'il lui demande, en tout cas, le côté ruminer tout seul, là, on voit qu'en plus, il a l'air de... Il se blâme. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu vas rester, avec qui tu vas discuter de la situation, que tu vas potentiellement orienter vers un psychologue. Enfin voilà, en tout cas, pas du tout comme ça. They've got to get a TV in here. Yeah, seriously. Donc voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu, ou les deux même. Soyons fous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!